Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de gamme que nous dédions aujourd'hui à Maléfice, le jeu qui sent le soufre. Donc Maléfice, cette année 2023 marque son retour dans une 4e, je crois, édition. C'était un vieux jeu des années 80, des pionniers du jeu de rôle en France, avec une publicité qui est restée mythique, où il disait « Votre âme nous intéresse ». Et a priori, notre âme les intéresse toujours. Puisqu'ils ressortent le jeu grâce à Arcane Asylum aujourd'hui, et avec une palanquée d'auteurs dont certains sont des noms des grands anciens du jeu. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que nous propose cette gamme que vous voyez ici. La gamme initiale se composant du livre de base, de 2 recueils de scénarios, d'un écran et du jeu de la connaissance, du grand jeu de la connaissance. Et donc on va vous présenter un petit peu chaque élément de cette gamme pour voir si le jeu peut vous intéresser. Maléfice, c'est un jeu qui vous propose de jouer des personnages à l'époque de la Belle Époque. Donc la Belle Époque, globalement, telle que définie par le jeu, ça va de la fin de la guerre franco-prussienne de 70 jusque les jours qui précèdent le début de la Première Guerre mondiale. C'est finalement une époque que, l'air de rien, on connaît pas si mal que ça, parce que on a quand même beaucoup de films de la tradition française qui prennent place à cela. Alors pour les récents, l'affaire Dreyfus, on a aussi les Brigades du Tigre il y a quelques années qui étaient dans cette belle époque et qui est marquée aussi Paris Police. Oui, Paris Police, tout à fait. Donc en fait, c'est assez facile finalement d'avoir pas mal de références et de regarder des films qui sont facilement accessibles pour se mettre dans le bain. À l'époque, moi j'ai connu Maléfice au tout début, la boîte bleue. J'ai cru que tu allais dire j'ai connu l'époque. Non, j'ai connu la Belle Époque. Oui, tout à fait. Sachez-le, monsieur. J'ai connu Maléfice dans la boîte bleue et alors il y a eu une sorte d'inflation, il y a eu de l'embonpoint. Hein, quand on vieillit, on prend du poids. Je ne sais pas qui c'est qui a imaginé ce principe impossible à éviter, mais voilà, toujours est-il, puisqu'à l'époque j'avais un bouquin de 60-70 pages, moins de 100 pages de livre de règles, et aujourd'hui on a un truc, si ça vous tombe sous le pied, ça vous fera mal. Voilà. La couverture fait référence, bien sûr, est un hommage à la couverture initiale, passant du bleu assez criard, comme aimaient faire les éditions Descartes, à un noir très élégant. Bien joué, Arcane Asylum. Elle est très belle, la couverture. Donc on va regarder dans le bouquin. Oui. Voilà. Alors moi j'ai fait une fois un scénario Maléfice, mais vers 3h du matin on était très perdus. Mais moi de mon souvenir, ce qu'on m'en disait c'était un peu l'appel de Cthulhu pour les aristos ou pour les riches. Ouais, c'est vrai qu'il a toujours un peu traîné cette réputation. Bon, 2 raisons. D'abord, effectivement, du fait même de ce qui sous-tend le jeu, on a tendance à jouer des classes sociales plus élevées. Même si là, le jeu, dans sa dernière incarnation en date, propose de jouer des gens du peuple, voyez-vous, des gens du peuple. Et effectivement, il y a un côté enquête. Mais l'enquête n'est pas le plus important. Vraiment, dans Maléfice, ce qui a toujours été hyper important dans le jeu, et ce qui a été mis en avant, c'est à la fois une forme d'étrange de dépaysement à la maison. Okay. C'est-à-dire qu'on va aller en Auvergne dans un scénario qui s'appelle Dompteur de volcans et on va découvrir des choses complètement folles, à la limite de Jules Verne. Et les interactions sociales, beaucoup plus que l'enquête elle-même. En fait, finalement, Maléfice, c'est pas un jeu d'enquête au sens tel tout lien du terme. Souvent, c'est plus des situations sociales, des personnages qu'on rencontre, et c'est pour ça que l'accent est vraiment mis sur l'interprétation du personnage, plus que sur la réussite de l'enquête. Donc voilà, c'est ce qui va les différencier. C'est du jeu de gentleman, comme diraient les Anglais. Voilà. Donc, superbe, hein. Alors là, par contre, bravo, parce que c'est vrai que c'est du plus bel effet. Voilà. C'est vrai, je suis assez d'accord. C'est fini, c'est beau. Voilà. Et on va retrouver un bouquin qui est somptueux. Les illustrations sont de toute beauté. Arcane Asylum, j'ai regardé un peu les noms des illustrateurs. Je pense qu'ils cherchent pas mal d'illustrateurs des pays de l'Est qui apportent vraiment quelque chose de nouveau, je trouve, dans le paysage rôlistique français. La police de caractère fait très Art Nouveau et vraiment quelque chose de superbe. Et voilà, ce genre d'illustration. Enfin, c'est absolument splendide. Il y a vraiment une ambiance qui se dégage du bouquin, et c'est la première chose qui m'a frappé, c'est que c'est un bouquin absolument splendide. Certainement un des plus beaux bouquins de jeux de rôle sortis ces dernières années. Donc vous voyez, et il est pas chiche en illustration en plus, hein, donc très gros boulot de la part d'Arcane Asylum. Ouais, voilà, c'est double page, ça c'est les grandes parties, c'est typiquement, enfin c'est splendide, bravo. Alors le bouquin,
c'est un peu surprenant au début, mais sur les 300 pages, je pense quasiment les 2 tiers doivent être consacrés à du contexte historique. Alors, j'ai essayé de le lire du début à la fin, en une sorte d'énorme marathon. Bon, au bout d'un moment, on sature. Hein. Ça a beau être très bien fait, c'est une masse d'informations à digérer. Donc, je pense que les premiers chapitres qui brossent un petit peu le portrait de la France des années de cette époque, hein, donc fin du 19e, début du 20e, sont extrêmement intéressants et devraient être lus vraiment. Après, toutes les parties plus dédiées sur les transports, etc., à la limite, picorez dedans à l'occasion, mais n'essayez pas de tout lire du début à la fin, parce que voilà. C'est bien écrit, ça, il faut le reconnaître. Maléfice a toujours eu une grande tenue littéraire, hein, et dans le milieu du jeu de rôle, c'est pas hyper courant. Et cette édition ne trahit pas l'héritage, et c'est très très bien écrit. Félicitations aux auteurs pour avoir écrit quelque chose de... Il me semble que les auteurs, en plus, sont des passionnés de Maléfice. Ouais, ça se ressent. Hein, à tout, alors là, ça transpire la passion. Presque parfois, j'ai même eu quelques moments où je sentais un peu exclu de ça, parce que voilà, c'est tellement habité en fait. Mais ça fait vraiment plaisir que des jeux soient faits avec une telle passion. Donc voilà, alors là, l'énorme partie, on a quelques photos d'époque, on a ces sublimes illustrations là qui font un peu très gravure d'époque, et il y en a plein dans le livre et je les adore. Vraiment, la première chose qui m'a frappé, c'est la qualité du livre lui-même, qui est une proposition absolument parfaite. Et eh ben oui, il n'y a pas de paladin en armure tuant un dragon, quoi. C'est des scènes de la vie quotidienne et c'est beau et c'est super chouette, quoi. Donc voilà, on ne veut pas tout vous les passer, mais pour vous donner une idée de la qualité. Donc, les chapitres historiques est divisé en plusieurs parties qui sont dédiées à différents sujets et qui éclairent un petit peu la vie à la Belle Époque. Mais à nouveau, pas besoin non plus d'en faire une obsession, hein, de la rigueur historique, parce que ça reste un jeu que de toute façon on ne pourra pas tout gérer. Sur le background, on n'est pas centré sur Paris, c'est vraiment non, c'est vraiment la France, ouais, c'est ça. Il y a notamment des éléments assez sympathiques sur justement l'étude de la ruralité à l'époque. Qu'est-ce que c'est la ruralité? Parce que ça a beaucoup changé, hein, en plus d'un siècle. Et cette partie-là m'a vraiment intéressé. J'avoue que j'étais un peu plus perdu quand on a commencé à m'expliquer les horaires de l'Orient Express à l'époque, mais voilà, donc on a toute cette partie, une très belle carte qu'on va retrouver avec l'écran d'ailleurs, sur l'écran il y a plein de petits icônes en plus qui sont rigolos, vous verrez, mais vous voyez il y a des gares avec des heures d'arrivée, tout ça. Ça c'est vraiment pour la préparation de partie. Ouais, ou pour donner une idée du rythme des trains à l'époque, etc. Mais à nouveau, on va pas avoir besoin de s'y référer et on n'a même pas besoin de le lire d'emblée. Hein, donc voilà. Bon, les personnages qu'on peut croiser à Paris, ça c'est toujours rigolo, mais c'est plus quand vous êtes en train de préparer un scénario, vous pouvez piocher un petit personnage dans la liste et dire tiens, pour le clin d'œil, je vais lui faire croiser ce personnage, quoi. Donc voilà, donc on continue, là on est toujours en l'historique, on va y rester longtemps, le rapport entre la science à la Belle Époque, donc ça c'est intéressant, à nouveau les autos, etc. Alors ça manque pour moi un petit peu de détails, c'est-à-dire qu'on sait quand est-ce que Renault a été inventé, mais on n'arrive pas trop à savoir, tiens, à Paris en 1905, combien de voitures je pourrais croiser si je me baladais toute la journée dans la ville. Alors ça, il faudra peut-être un peu piocher un peu plus des renseignements, mais à nouveau, les films, par exemple, hein, dont on parlait, peuvent souvent donner quand même au moins une idée. Donc on va passer sur toute cette partie qui est conséquente. Ouais, non, c'est magnifique. Magnifique. Donc voilà, après on va partir un peu plus sur le fantastique, tel qu'il était perçu à l'époque, les différentes traditions telles que la cartomancie, la divinomancie, le spiritisme, et c'est intéressant qu'il le signale, le spiritisme, on l'associe beaucoup à Maléfice, mais c'est presque la fin du spiritisme, la Belle Époque. Ouais. C'est plus quelque chose qui est dans la première moitié du 19e siècle. Bon. Ça, c'était le petit clin d'œil. Donc voilà, avec des répliques de couverture d'époque ou de feuilles de chou d'époque, c'est super bien fait. On arrive au système du coup. Exactement. Donc, le système va commencer par la création de personnages. Je vais me peut-être un peu d'espoir. Voilà. Le système de Maléfice, alors auparavant, il jouait avec des D100, maintenant il joue avec des D20. Globalement, c'est plus ou moins la même chose. Okay. C'est un système qui veut
extrêmement simple, qui fonctionne, il n'y a vraiment pas l'ombre d'un doute, on a quelques caractéristiques, il n'y a pas de compétences réellement, tout se fait sous des jets de caractéristiques quand on en a besoin, avec des seuils de réussite. Je pense, à titre personnel, qu'il aurait pu être encore plus simplifié dans certains départements. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est l'utilisation du jeu de la connaissance, du grand jeu de la connaissance, lors de la création de personnages. Ce grand jeu de la connaissance, finalement, c'est des cartes de tarot avec des lames qui ont été illustrées pour le jeu. Au final, n'importe quel tarot divinatoire devrait convenir. Et vous avez ces lames-là. C'est quelque chose qui existait déjà dans les versions précédentes. Dans la première boîte, il y avait déjà le jeu. Et en fait, vous allez tirer les lames de votre personnage qui peuvent être positives ou négatives et qui vont avoir de l'influence à la fois avec le maître de jeu. Vous allez décider pourquoi cette lame peut avoir de l'influence sur la personnalité, sur les inclinaisons de votre personnage, mais aussi, et ça secrètement, entre guillemets, sur ses pratiques magiques éventuellement. D'accord. Voilà, vous ne savez pas, mais peut-être que vous êtes en fait destiné à utiliser la magie noire. Donc ça, c'est assez rigolo. Le jeu est très joli. Je le trouve vraiment très réussi. Les illustrations sont parfaitement dans le ton. Il y a un petit... vraiment grande qualité. Vous n'êtes pas obligé... honnêtement, il n'est pas nécessaire pour jouer, mais le jeu est qualitatif en termes de qualité de cartes et des illustrations. Donc le système de jeu, voilà, c'est un système... Voilà, le système de jeu existe parce qu'il faut bien un système de jeu, un jeu de rôle. Non, mais ils le disent à multiples manières. Vous pourrez jouer des parties de Maléfice sans lancer un seul jet de dés. Les feuilles de personnage sont assez simples. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ils ont mieux défini les deux aspects du personnage qui sont la spiritualité et la rationalité. Okay. Ces deux valeurs qu'on a au début, souvent l'une peut-être un peu supérieure à l'autre, mais qui vont progressivement peut-être s'effriter et un peu de la manière de la santé mentale à Cthulhu, mais pour d'autres événements. Et qui vont amorcer des changements dans la manière dont le personnage perçoit ses alentours. Une des grandes thématiques de l'époque aussi. Bah, c'est clairement ça. C'est la lutte entre la rationalité. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est l'un des charmes de Maléfice. C'est-à-dire que dans les scénarios, beaucoup de scénarios jouent sur « et si c'était fantastique » ou « et si ça ne l'était pas ». Mais du coup, dans Maléfice, tu peux avoir vraiment comme tu disais, tes personnages peuvent utiliser de la magie. Oui. Donc, il y a des règles. Il peut vraiment y avoir du fantastique. Ah, complètement. Ok. Il y aura, en règle générale, si vous jouez un peu votre personnage sur plusieurs parties, même si assez souvent Maléfice marche avec des pré-tirés, etc. Ouais. Mais si vous jouez votre personnage sur plusieurs parties, il y a des moments, effectivement, il sera confronté à du fantastique et d'autres fois non. Et ce qui pensait être fantastique ne l'est pas. Ouais. Et on a plein d'exemples dans la littérature et tout ça, de processus pour rendre quelqu'un fou en lui faisant croire à des illusions, des choses comme ça. On est typiquement là-dedans. Des personnages avec des archétypes qui nous donnent l'occasion d'avoir des sublimes illustrations encore. Donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Les mécaniques de jeu, alors c'est pas les plus innovants, ça c'est sûr. Ils ont assez peu évolué en 30 ans maintenant, mais ils font le travail par rapport à ce que vous voulez qu'ils soient. Et voilà, j'aurais aimé qu'ils soient encore plus simples. Je pense que sur certains compartiments, notamment avec les différents degrés de réussite ou le combat, ça aurait pu être beaucoup plus simple, mais ça fait vraiment le boulot. Donc on va passer, là, c'est vraiment très bien expliqué par contre. Hein. Les règles sont bien écrites, hein. Il n'y a pas de grosse période de doute, mais elles existent parce qu'il faut. Les règles de Maléfice, justement. Voilà, donc vous avez tout comment gérer, donc là vous avez les réussites et particulières, voilà, donc avec des seuils. Donc en fait, par exemple, pour déterminer sur une réussite particulière, il faut regarder le tableau théoriquement. On le connaîtra rapidement par cœur, mais si on avait déterminé que de 1 à 3, par exemple, c'est une réussite particulière, au final, ça n'aurait pas changé grand-chose. Le jeu ne se veut pas simulationniste. Après, on va passer à la magie, spiritualité, rationalité. Donc ça, c'est dont je vous parlais. Et on commence à ouvrir le chapitre consacré au fantastique réellement, et avec même des règles effectivement de rituels. Alors comme il le dit souvent, la magie, vous n'aurez jamais des personnages qui vont connaître des sorts. Hein. On n'est pas du tout dans. Mais parfois, il y aura des rituels à faire dans des scénarios un peu maléfiques. Je crois que l'un des premiers, qui s'appelait la malédiction de Fontevraud, si je ne me trompe pas, avait un rituel à la fin. Il y a aussi un rituel dans les Brasiers ne s'éteignent jamais. Ça reste du fantastique, mais voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais il y a une mécanique pour gérer ça. Ouais. Donc c'est assez intéressant.
Je vais pas trop la dévoiler, parce qu'ils en font un peu un cas secret que les joueurs ne doivent pas connaître. Mais voilà. Ensuite, on va avoir un chapitre, je pense qu'on y est déjà là, un petit recueil, voilà. De magique, voilà, c'est ça. Avec quelques exemples de rituels qui peuvent se retrouver dans les parties. La narration partagée. Alors moi, je suis pas du tout... Dans cet esprit de narration partagée, c'est quelque chose que je maîtrise pas et que pour lequel j'ai pas d'impulsion de prime abord. Ouais. Et ben c'est l'un des meilleurs chapitres qui a été fait sur ce sujet. Et ce chapitre va utiliser justement la narration partagée. En fait, le principe c'est complètement optionnel, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais comme ils le disent, dans certains cas, parce que vous voulez un peu accélérer la partie, parce que vous voulez simplement réveiller un peu les joueurs à 3h du mat, et ben vous partez en narration partagée. Il donne un exemple qui est pour moi hyper clair. Okay. Les personnages doivent s'introduire dans une maison pour choper une enveloppe ou une lettre. Ils réussiront parce que de toute façon, sinon ça bloquera le scénario. Ouais. Et ben là, vous leur dites, en tant que MJ, tu peux leur dire, bah, comment ça s'est passé? Racontez-moi. Vous avez effectivement trouvé l'enveloppe et on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Okay. Et à ce moment-là, on va tirer des lames du grand jeu de la connaissance qui vont, entre guillemets, guider la narration partagée. À la mort. Bon, bah, un de vous a été blessé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Et du coup, c'est vraiment c'est pas pour jouer une partie entière, non, c'est pour faire des petits épisodes où le but, quand quelque chose dont on connaît l'issue, où on n'a pas envie de s'apesantir, on peut laisser les joueurs prendre un peu la main là-dessus. C'est une bonne idée du coup. Donc moi je trouve que là ça prend sens. Et c'est très très bien expliqué. Je serais presque, enfin honnêtement, quand j'ai lu ça, je me suis dit bah ouais, quel que soit tout ce qu'il y a autour du jeu, rien que ce chapitre-là suffisait à me donner un avis hyper positif sur le jeu. Et il n'est pas très long, hein, mais il est très bien expliqué, donc bravo aux auteurs. Et ça fait une utilisation du grand jeu de la connaissance qui est hyper maligne, parce que là, il y a un peu le stress quand même de tirer des cartes, parce qu'on peut imaginer que les joueurs peuvent avoir perdu quelque chose, s'être blessés, ou avoir éveillé des soupçons. Parce que le grand jeu de la connaissance, et non pas le MJ, mais le grand jeu de la connaissance va glisser dans leur narration. Donc c'est très sympathique. Enfin, on a bien sûr un chapitre sur comment mener Maléfice. C'est assez rigolo à lire. Et c'est un peu cette ancienne école, comme on le disait. Donc moi, il faut être maléficieux. Je crois que c'est le néologisme qu'ils utilisent qui m'a bien fait rigoler. C'est bien fait, c'est pas... voilà, ça réinvente pas la roue. Beaucoup, alors sur leur façon de jouer, avec beaucoup d'accessoires. C'est rigolo du coup d'avoir mis... les photos, je trouve que c'est super chouette. Donner un exemple comme ça... C'est super chouette. Et donc, effectivement, ils expliquent... Alors, par contre, il y a plein de conseils sur comment faire des aides de jeu, etc., vieillir du papier. Donc, il y a un petit côté GN dans tout ça qui est assez sympa. Qui est vraiment... C'est un jeu qui s'y prête bien. Ah bah, ouais, clairement. En tant que joueur, avoir le plaisir de manipuler... Et je pense que ça concourt aussi à la manière dont les auteurs perçoivent le jeu. C'est pas Maléfice, on va pas y jouer toutes les semaines. Ouais. En fait, ça va se préparer une partie. Ça va, en tout cas, maturer. On va préparer des accessoires. Ils disent envoyer une invitation à vos joueurs pour la partie de Maléfice. Enfin, il y a toute une mise en ambiance avant. Il faut jouer le soir avec la lumière tamisée. Bref, voilà. C'est rigolo. Et je trouve que ça reflète bien la manière qu'ils ont de percevoir Maléfice et qui, moi, me choque pas du tout. Le Club Pythagore, est-ce que tu connais le Club Pythagore ? Rapidement, mais... En fait, c'est une sorte d'organisation qui va lier certains scénarios de Maléfice. Donc, on est membre du Club Pythagore avec le président qui est Caton, chacun a il y a Sénèque et chacun a finalement un pseudonyme. C'est un groupe de gens, souvent, là, pour le coup, de la haute société, ou en tout cas d'intellectuels, voilà, qui, à la manière de la franc-maçonnerie, vont essayer de réfléchir sur des sujets, mais aussi d'enquêter sur des phénomènes soit fantastiques, mais aussi parfois des choses inexpliquées. Et c'est un moyen pour les joueurs, finalement, de garder le même personnage, d'aller de scénario en scénario, parce qu'au bout d'un moment, les coïncidences, ça va 2 minutes, quoi. Mais voilà, toi, t'es le mec, t'es toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref. Et voilà, donc ça explique un peu le Club Pythagore. Alors là, j'avoue, c'est le chapitre qui m'a laissé sur ma faim. Ça n'a jamais été très développé dans un Maléfice, ça n'est pas plus ici. Hein. Okay. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel... Alors, ils promettent un supplément dessus.
Donc voilà, mais en tout cas, c'est écrit noir sur blanc, ils pourront pas dire qu'ils l'ont pas dit. Hein. Donc bon, ils promettent plein de suppléments dans le bouquin, tout au long. Et enfin, on finit avec deux scénarios. Et c'est très bien, parce que Maléfice, ça reste malgré tout des scénarios. Bah ouais, je vais pas divulgacher. La connaissance que j'avais de Maléfice, c'était un jeu qui était surtout réputé pour ses, scénarios de très bonne Exactement. C'est très... Voilà, mais à nouveau, on retrouve cette approche très littéraire des scénarios de Maléfice. C'est-à-dire que globalement, je vais passer pour pas divulgacher, il faut garder à l'esprit que ce ne sont pas des scénarios où les joueurs pourront faire ce qu'ils veulent, etc. Souvent, ils ont été considérés comme dirigistes. Ouais. Mais parce que c'est une façon de jouer. Oui. C'est une façon de jouer. C'est-à-dire que les joueurs veulent vivre une histoire, interagir avec des gens, et c'est pour ça que je dis que c'est pas un jeu d'enquête. Dans un jeu d'enquête, l'intérêt c'est de savoir quel chemin tu as pris pour arriver à la finalité. Là, c'est pas le but, c'est pour ça que c'est pas un jeu d'enquête. Okay. C'est un jeu où tu vas vivre des scènes, assez souvent de manière séquentielle, et cette séquence va avoir du mal à souvent être chahutée. Mais ce qui t'intéressera plus, c'est les personnages que tu vas rencontrer, c'est les environnements et finalement d'interpréter ton personnage dans ce cadre. Ouais. Donc, si vous avez un groupe de joueurs qui est grand amateur du bac à sable et tout ça, c'est pas le jeu à leur recommander, malgré tout. Mais par contre, c'est formidable comme outil d'initiation pour le jeu de rôle. Parce que la liberté, déjà... Intrinsèquement, le jeu de rôle offre beaucoup de liberté, mais faire un scénario qui en offre encore par-dessus, c'est quand même le meilleur moyen de perdre des nouveaux joueurs. Là, au moins... Et en plus, le cadre, si vous voulez initier des adultes, c'est sûr que des ados vont mieux les faire jouer à Donjons et Dragons. Hein. Mais pour jouer avec des adultes qui ont envie de découvrir, c'est une bonne chose. Donc voilà. Et on arrive à la fin du livre, qui est quand même... carrément bien rempli, hein. Soyons hyper clairs. Hop, on va passer parce que c'est des scénarios, une bibliographie. Alors j'aime beaucoup, bibliographie succincte, t'as 2 pages, tu mets 4 ans à les lire, mais c'est succinct, hein. Donc c'est assez drôle. Et un index à la fin pour s'y retrouver, les feuilles de personnages qui vont bien, et la feuille pour le MJ pour suivre un peu tout cela. Ouais. C'est beau hein, quand même. Hein. Ah, bravo Arcane Asylum pour nous avoir fait ça, bravo aux auteurs pour avoir écrit tous ces mots. Conclusion. Moi j'ai bien aimé. Je pense, en toute honnêteté, le jeu, s'il avait été plus court, on n'aurait pas perdu. Maintenant, ça reste il y a plein de choses auxquelles on va pouvoir se référencer par la suite et qui sont quand même bien utiles. Moi j'ai été bluffé par la beauté du livre et par la qualité d'écriture, et le chapitre des narrations partagées a fait ma journée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la gamme? Donc on a vu le grand jeu de la connaissance, on passera rapidement sur les 2 autres. Pourquoi? Alors pas parce qu'il manque d'intérêt, mais parce que c'est des livres de scénarios. Il y a 2 scénarios dans chacun d'entre eux, liés au Club Pythagore et d'autres histoires. C'est des bons scénarios, vraiment très bons scénarios de Maléfice, très bien écrits. Alors on va juste feuilleter un d'entre eux pour vous montrer que c'est toujours... Alors il y a un peu moins d'illustrations, mais elles sont toujours aussi belles. Hein. Voilà, vous avez de quoi faire des magnifiques plans. Bref, voilà. Il faut savoir que les enquêtes du Club Pythagore, c'est des scénarios qui existaient déjà, le drame de la rue des Recollets, l'étrange maison de poupée. Donc si vous les aviez déjà, alors ils ont été réécrits, retravaillés, etc. Mais vous ne serez pas sur des nouveaux scénarios, ceux-là sont nouveaux. Dernier produit qu'on a dans cette gamme initiale, l'écran de jeu que j'ai bien sûr ouvert parce que je ne vous ai pas attendu. Donc voilà, ça c'est les petits feuilles qu'on a avec. On a des cartes. Alors, une très belle carte de la France, à défaut d'être lisible, elle est très belle. Mais bon, trouver une carte d'époque est assez facile, avec plein de petits symboles, comme ça, sur les arcanes et tout ça. Du coup, ça fait un peu chargé. Mais oui. Y a plein mais c'est la France maléficieuse. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, vous ne l'utiliserez pas réellement en jeu, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est joli en tout cas. Alors un autre truc qui m'a un peu surpris, bon pourquoi pas, voilà, c'est une aide à la création de personnages, avec ce que font les effets des lames. Oui. Alors, quand vous créez votre personnage, comme une partie de ces trucs doit être secret, bon, on se cache un peu derrière en tant que MJ, mais bon, voilà.
Je pense que honnêtement, un plan de Paris ou un truc comme ça aurait peut-être été plus utile au final. Parce que, comme dit, Maléfice utilise quand même pour pas mal de scénarios, l'air de rien, des pré-tirés. Ouais. Et on a un écran qui est somptueux. Voilà. Si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, là... C'est vrai qu'en plus, c'est très lumineux, c'est presque gai comme oui, scène. Tout à fait. Et ça change un peu. bah ouais, ça met directement dans l'ambiance. Ouais. Donc moi je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Mais du coup, il y a d'autres jeux à cette époque ou d'autres jeux investigation un peu occultes ou autres, souvent c'est des écrans un peu sombres, un peu mystérieux. Ouais. Là finalement ça reste une scène de vie. Ah ouais, complètement. Et bah l'air de rien, si maintenant, par exemple, et il est très beau, mais si vous, comme moi, vous aimez bien varier les écrans d'une partie à l'autre pour donner, bah ça, dans Château Falkenstein. Ah bah oui. T'as pas de gobelins, etc. Mais c'est typiquement le genre de chaîne où on peut jouer à Château Falkenstein avec. Si vous jouez dans les années 90 à Cthulhu, plutôt que la bouse là qu'avait sorti dans des tours l'écran là de 1890, ça c'est beaucoup plus beau, quoi. Donc c'est un très très bel écran que vous pourrez utiliser. D'autre côté, il y a des tables, mais qui lit les arrières des écrans? Personne. Ça ne sert jamais à rien, mais c'est pas grave. Donc voilà. Voilà un petit panorama de cette première sortie pour Maléfice, qui est dodu, hein, parce qu'il y a quand même 2 suppléments, l'écran. Avec l'ensemble, vous aurez de quoi faire 6 parties. Et effectivement, à partir du moment où vous décidez d'en faire un événement, la partie de Maléfice que vous préparez, vous faites les aides de jeu, etc. Il y en a à télécharger sur le site d'Arcane, déjà, qui sont très très qualitatives. Mais vous pouvez avoir envie de les mettre en scène, la lettre, vous la glissez dans une enveloppe, etc. Bah voilà, ça va vous durer un bon moment. Hein, si j'étais taquin, je dirais que on a pas mal attendu quand même. Mais ça valait le coup. Petit peu. Mais c'était en préparation pour la première partie. Oui, ça a duré un peu. Alors moi, j'ai pas trop suivi. Je découvre ça comme ça arrive, avec les souvenirs de cette première édition. Et puis, c'est super chouette de redécouvrir ça. Le look a changé, c'est-à-dire que les plus anciens auront le souvenir de Maléfice avec ses dessins un peu BD, voilà. Et là, on est revenu sur du réalisme, mais c'est très très bien. Et il y a une vraie touche graphique qui imprègne l'ensemble de la gamme. Donc allez-y, c'est bien. Il faut voir avec vos joueurs si ce style de jeu leur plairait. C'est pas parce qu'ils aiment Cthulhu qu'ils aimeront Maléfice, parce que peut-être que ce qui leur plaît aussi dans les enquêtes Cthulhu, c'est la liberté, alors que là, ça va être vraiment l'accent mis sur l'interprétation de personnages, l'époque et les interactions sociales. Mais ça vaut le coup de sonder parce que c'est vraiment une expérience différente de jeu de rôle. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc voilà, bravo aux auteurs, bravo à Arcane Asylum, et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.